Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre émission de Zoom Appalaches. Alors, cette semaine, il sera question d'un dossier bien particulier, le dossier de M. Normand Boissonneau, ce menuisier charpentier de Beaulac-Gardé qui s'est battu pendant 4 ans pour faire reconnaître sa maladie professionnelle. À la mi-septembre, le tribunal administratif du travail rendait une décision qui allait mettre un terme à 4 ans de démarches et de nombreux refus. Une décision qui fera désormais jurisprudence. J'ai le privilège aujourd'hui d'accueillir 3 acteurs principaux dans ce dossier, à savoir Mme Nancy Laliberté, qui est directrice et conseillère juridique au Comité d'appui des travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches, Maître Marc Bellemare, un avocat renommé spécialisé en droit social qui s'est particulièrement fait connaître dans des dossiers de victimes d'accidents de travail, d'accidents de la route, d'actes criminels, et finalement celui qui a attendu pendant 4 ans avant de voir sa maladie professionnelle être reconnu par la CSST, M. Normand Boissonneau. Alors, ma première question, d'abord, bienvenue à vous 3. Merci. Alors, ma première question s'adresse à Maître Bellemare. Alors, comme il s'agit d'un dossier relativement complexe sur le plan juridique, est-ce que vous pourriez nous résumer, vulgariser la démarche en question? Bon, alors en 2013, M. Boissonneau a réclamé des indemnités de remplacement de revenus parce qu'il s'était brisé les épaules à force de travailler dans la construction. À force d'avoir les bras en élévation, évidemment, les épaules finissent par s'user prématurément, de sorte qu'il s'est retrouvé devant une situation où il ne pouvait plus travailler. Alors, forcément, quand la blessure est en relation avec le travail, le réflexe du travailleur, c'est de réclamer à la CSST, CNESST, maintenant, pour obtenir son remplacement de revenus. Alors là, évidemment, il a fait face à la machine, le médecin, les papiers, les paperasses, les téléphones. C'est pas son domaine, c'est un travailleur de la construction qui se retrouve du jour au lendemain dans la paperasse, dans la bureaucratie, dans les lois, dans les termes médicaux, les termes légaux. C'est compliqué. Alors, le temps file et sa réclamation est produite en septembre 2013. La CSST regarde ça et dit, bien, tu as un délai de 6 mois. Malheureusement, mon homme, tu es en retard de quelques mois, de sorte qu'on ne peut pas te payer. Alors, là, il y a un travail qui est fait, bien sûr, par les médecins de la CSST aussi, mais comprenez qu'à ce moment-là, sa réclamation est refusée pour différentes raisons. Et elle est refusée aussi en révision, parce qu'il y a un réviseur à la CSST dont la responsabilité est de revoir l'affaire, qui décide dans un deuxième temps qu'il est refusé également. Alors, moi, j'interviens à ce moment-là pour le représenter devant le tribunal administratif du travail, l'ancienne CLP, là, pour les plus vieux, qui rejette sa réclamation pour cause de délai uniquement. Même si le procès a eu lieu, les médecins ont témoigné, l'employeur, M. Boissonneau a témoigné, ça a duré à peu près 3 heures. Le juge décide qu'il n'est pas dans les délais et ne regarde même pas la question de fond, à savoir si c'est le travail dans la construction qui a blessé ses épaules, et décide simplement pour une simple question de délai, question de procédure, question technique, de refuser sa réclamation. Alors, c'est pour nous inacceptable. Et évidemment, il faut comprendre que pour un travailleur de 40 quelques années qui ne peut plus travailler dans la construction, bien, il y a un problème, là, parce que c'est un très long arrêt de travail qui est en prévision. Il n'est pas formé, il n'y a pas de scolarité très avancée, il ne peut pas travailler, lui, dans les ordinateurs puis dans les bureaux. Alors, il y a un recyclage, bien sûr, non seulement le traitement des blessures, les chirurgies, tout ça, mais il y a aussi une réadaptation sociale importante qui est à prévoir. Et la CSST devrait, bien sûr, le prendre en charge à long terme. Alors, on conteste devant la Cour supérieure ce jugement du tribunal administratif. L'affaire est rejetée par le juge qui confirme le tribunal. Alors, il faut se déplacer devant le plus haut tribunal du Québec, qui est la Cour d'appel. Et là, on est dans les ligues majeures, évidemment, parce que c'est la dernière instance au Québec. Alors là, il faut faire une demande spéciale au tribunal pour que la cause soit entendue. Il faut présenter à un juge de la Cour d'appel le dossier pour lui montrer un intérêt et lui dire que c'est important que la Cour d'appel tranche ce type d'affaires-là, compte tenu des délais et des cas qui sont refusés par la CSST pour cette simple question de procédure et qui sont assez nombreux. Alors, la Cour d'appel montre un intérêt. L'affaire est entendue par 3 juges dans un deuxième temps. Et unanimement, les juges décident de tout annuler les jugements antérieurs
en disant, bien, c'est inacceptable qu'on refuse même de regarder un dossier médical simplement sur une question de délai. Et on comprend la situation dans laquelle M. Boissonneau était en 2013 et la Cour d'appel décide de casser le jugement sur le délai et dit au tribunal administratif, bien, maintenant, vous allez faire votre travail au complet, vous allez poursuivre sur votre lancée. Le délai étant réglé, vous allez regarder l'affaire au fond et regarder s'il y a un lien entre le travail que M. Boissonneau a fait pendant tant d'années et les épaules qui sont finies, qui sont usées à corde, là, puis qui sont plus fonctionnelles. Alors, le tribunal administratif a fini son travail et a reconnu qu'effectivement, il y avait un lien entre le travail qu'il a effectué et les épaules, de sorte qu'il est maintenant considéré comme un accidenté. Mais ça a pris 4 ans et a fallu franchir 7 étapes judiciaires et administratives avant d'en arriver à un jugement favorable. Alors, M. Boissonneau a toute mon admiration parce que pour se battre comme ça, il a fallu quand même beaucoup d'efforts de sa part et beaucoup d'énergie. Et si on comprend bien, quand vous êtes allé à la Cour d'appel, il n'y avait personne qui s'était prononcé sur le fond à venir jusque-là. C'est-à-dire que la CSST, dans les premiers temps, n'avait pas rejeté l'affaire formellement sur une question de délai. On avait l'impression, à travers les notes qui avaient été écrites dans le dossier par les fonctionnaires de la CSST, que le problème de délai ne les dérangeait pas vraiment. C'était surtout une question de fond, à savoir qu'eux ne reconnaissaient pas que le travail avait influencé, mais ce n'était pas très clair. Et finalement, devant le tribunal administratif, la première fois, là où le procès s'est déroulé, le juge s'est intéressé à la question de délai, il a creusé un petit peu là-dedans. L'avocate de l'employeur qui ne voulait pas payer a gratté un peu le bobo. Et finalement, le juge a dit, bien écoutez, il y a 1 mois et demi de trop, là, puis on doit rejeter votre demande, M. Boissonneau. Alors, bonne chance dans la vie, vous ne serez pas indemnisé. Alors, c'était évidemment pour nous une grande injustice. Et on a poussé et on a gagné, et bravo. Quand vous êtes revenu devant le tribunal administratif pour la deuxième fois, est-ce que vous aviez affaire au même juge? Oui, c'est-à-dire que la deuxième fois, compte tenu que la preuve avait été complète de part et d'autre la première fois qu'on s'était présenté devant le tribunal, c'est juste que le juge n'avait pas fini sa job, il avait juste fait la partie du délai puis il n'avait pas regardé le fond. On a, pour sauver des frais à M. Boissonneau, pour éviter les inconvénients d'une nouvelle audience, j'ai demandé au tribunal de regarder l'affaire sur le fond et de décider la question à savoir s'il y avait un lien entre le travail et la blessure aux épaules, donc si c'était une maladie professionnelle, ce qui nous a sauvé du temps et des frais. Et le juge a finalement accepté, en regardant le dossier, qu'il y avait une relation. Alors, ça a valu la peine parce que théoriquement, techniquement parlant, le juge aurait pu dire, bien écoutez, le délai, ça va parce que la Cour d'appel a excusé le délai, mais sur le fond, il n'y a pas de relation. Mais si ça avait été le cas, on serait retourné en Cour d'appel, je peux vous l'assurer. On n'aurait pas lâché parce qu'il a raison. Il s'est brûlé. C'est pas normal à 47 ans d'avoir les épaules finies, hein? Bon, alors, il y a une raison à ça. Puis la raison, la seule, c'est le travail. Quand on vous suivait, on vous écoutait, on vous entendait parler de tribunal du travail, de cour supérieure, de cour d'appel, de commission des lésions professionnelles, de CSST. En écoutant tout ça, un travailleur seul ne peut pas s'en sortir? Bien, pas dans ce genre de dossier-là, bien évidemment. Puis il faut saluer les efforts de Catara à Thetford qui font un travail remarquable auprès des victimes pour écouter leurs besoins, faire les procédures de contestation, en tout cas les premières procédures, puis dans certains cas même représenter les victimes. Moi, j'ai accueilli dans mon bureau M. Boissonneau avant que l'affaire ne soit entendue devant le tribunal administratif, mais tout le travail avant avait été fait par Catara. Et c'est pas facile pour un accidenté. Je le sais, moi, ce que je dis à mes clients souvent, c'est, bien regarde, moi, quand j'ai un trouble électrique dans la maison, là, je commence pas à jouer d'un fil, tu sais. Parce que si je joue d'un fil puis le feu pogne, là, ben c'est parce que je connais pas ça. Alors, c'est un peu la même chose devant le tribunal. Quand tu es convoqué devant un tribunal, ben ça veut dire quoi un tribunal? Ça veut dire un juge, ça veut dire une loi, 2 lois, 3 lois, des procédures, de la jurisprudence, une façon de faire. Et souvent, le tribunal, c'est la dernière étape. Alors, il faut être prêt, puis il faut être conseillé. Et je pense que dans la vie, c'est à peu près n'importe quoi. Dans n'importe quel domaine, les spécialistes sont consultés. Quand on fait notre rapport d'impôt, on peut consulter un fiscaliste, un électricien, un cuisinier au restaurant. Dans tous les domaines, il y a des experts. Alors, dans le domaine de la justice, bien, ce sont les avocats qui sont, en principe, les mieux placés
pour diriger le dossier et obtenir le meilleur résultat possible. Madame Laliberté, je vous demandais quel a été le rôle de Catara dans ce dossier. Oui, bien en fait, Maître Bellemare en a parlé aussi. Nous, on est un organisme communautaire sans but lucratif. Notre mandat, c'est vraiment d'informer et de conseiller les travailleurs accidentés. On fait de la défense collective de droits aussi, parce que c'est ça notre financement, ce qui explique qu'on ne fait pas de représentation individuelle, là, comme Bellemare fait au tribunal, Maître Bellemare fait au tribunal. Donc, nous, on fait les premières étapes de contestation. Il y en a 2 qu'on peut faire, certains. Puis après ça, quand le dossier est prêt pour une audience, ou dépendamment de la complexité, il y a des dossiers que c'est d'une simplicité, ça va être 10 minutes d'audience. Là, je vais guider la personne, je vais lui expliquer. Je peux faire l'argumentaire juridique, on envoie ça au juge. Puis la personne, elle peut se représenter seule des fois. Mais quand c'est médical comme ça, des relations aussi, diagnostic, travail, tâches, c'est compliqué. Là, on réfère à des bureaux qui sont spécialisés là-dedans pour vraiment accompagner le travailleur premièrement, à l'audience, pour avoir à parler toute seule, faire la preuve aussi. Puis, pour la suite des choses, il est en bonne main avec des professionnels dans le domaine. M. Boissonneau, vous êtes en train de faire ce que vous avez fait pendant 4 ans. Vous nous écoutez et vous attendez. Alors, moi, je vous demanderai maintenant, comment vous avez reçu cette décision-là? Je présume que ça vous a grandement soulagé. Oui, ça nous a vraiment soulagé. Toute la famille, après dire. C'était vraiment un grand soulagement après toutes ces années qu'on a combattu le tout. C'était très apprécié. Puis, est-ce qu'il vous est venu un moment où vous avez eu envie de tout laisser tomber? Oui, après la première audience qu'on a été refusé, on vous dit c'était un non assez catégorique. Fait que tu te dis, ça donne-tu la peine de continuer? Puis, moi et ma conjointe, on a discuté beaucoup. Puis, on a décidé d'aller de l'avant, puis de continuer jusqu'au bout. Puis, je suppose que l'encouragement de Maître Bellemare, il a été pour oui, pour surtout Maître Bellemare, oui. Oui, c'est ça. Quand on fait affaire entre bonnes mains, c'est plus facile de poursuivre les démarches. Sur le plan de votre santé, santé physique, santé mentale, est-ce que ça a eu un gros impact ces 4 années? C'est sûr, certain que c'était dur sur le moral. Toutes les démarches qui ont suivi ça. Puis, question maladie aussi, parce que ça ne s'en va jamais en s'améliorant, mes épaules. Ça s'en va toujours en dégradant. Fait que c'est assez ordinaire à vivre avec ça, comme on peut dire. Même en étant inactif, même en ayant le site domaine. Exactement. À mesure qu'on veut faire quelque chose, nos épaules ils nous le rappellent que sont finis, fait qu'abuse pas. Sur le plan financier, ça n'a pas dû être facile non plus, je présume? Non. On a épuisé pas mal tout ce qu'on pouvait avoir, qu'est-ce qu'on avait aussi. Point de vue financier, c'est pas mal ça. C'était les discussions qu'on avait, moi et ma conjointe, c'était beaucoup. Point de vue financier aussi, si on pouvait continuer à poursuivre les démarches. Là. Il y a quand même des frais assez élevé, pareil. Là. Maître Bellemare, est-ce qu'il y a un secret pour arriver à une réussite dans un dossier comme celui-là? Dans celui-là et dans d'autres similaires? Là. Écoutez, la loi, c'est une chose, mais il faut avoir aussi un dossier sympathique. On a des fois des dossiers qui sont moins sympathiques. Et vous savez, pour être capable de sensibiliser le juge à notre dossier, de le convaincre d'intervenir, ça prend un cas sympathique. Ici, on a un travailleur peu scolarisé, très peu familier avec la CNESST. Je pense que c'était la première fois que tu allais à la CNESST, la CSST. Oui. Bon, une santé parfaite, un dossier disciplinaire parfait, donc un travailleur. Cette loi-là s'adresse aux travailleurs. C'est une loi d'accident. Alors, il n'y a pas beaucoup d'accidents de travail chez les avocats puis chez les gestionnaires au Québec. C'est surtout la construction, le transport, les mines, la forêt. C'est là qu'on retrouve les accidents. Donc, un travailleur de la construction qui fait bien son travail, qui n'a rien à se reprocher et à qui on reproche d'avoir trop attendu.
Il y a quelque chose de révoltant là-dedans, en quelque part. Là. Tu te dis, ça n'a pas de bon sens. Et les juges sont là pour rendre justice, puis ils sont là pour décider si c'est oui ou si c'est non. C'est sûr qu'il y a une loi, mais si on a un cas sympathique et qu'on dit, monsieur le juge, ça n'a pas de bon sens de priver un travailleur d'indemnité pour le reste de sa vie. On parle de 20 à 25 ans encore à venir, parce que la CSST, ça paye jusqu'à 68 ans, le remplacement de revenus. On voit bien qu'il est complètement démuni. Il n'a qu'un seul filet de sécurité sociale au Québec qui peut servir M. Boissonneau, et c'est la CSST. Et là, voici un administrateur, un juge administratif qui dit « il est trop tard ». Et là, on ne parle pas d'un délai de 3-4 ans. On parle de quelques semaines, bien expliqué, bien motivé. Un médecin qui envoie des rapports en retard, une blessure aux épaules qui est complexe à comprendre, même pour les médecins. Il faut passer des résonances magnétiques, le temps file, et au bout de la ligne, on se retrouve avec un délai entre la première consultation et la réclamation qui est de 8 mois, mais plutôt que 6 comme la loi le prévoit, mais tout s'explique. Et on ne peut pas demander au travailleur d'en savoir plus que son médecin, qui, lui, n'est pas en mesure de savoir ce qui se passe dans les épaules avant le mois de mai. Donc, entre le mois de mai et le mois de septembre, il y a 5 mois. Tout ça s'explique, et les juges ont compris que ça n'avait aucun bon sens de priver le travailleur d'indemnité dans sa situation, alors que cette loi-là est faite pour le servir. La loi sur les accidents de travail est faite pour les travailleurs, elle n'est pas faite pour les fonctionnaires, elle n'est pas faite pour ceux qui ne se blessent pas, elle n'est pas faite pour les juges, elle est faite pour les travailleurs accidentés. Alors là, on passait à côté de quelque chose de gros. On trahissait un peu la mission même de la CSST, le rôle de la loi, qui est d'indemniser les travailleurs. Alors, les juges ont compris ça, et il y a quelque chose de répugnant dans le fait de dire à un citoyen « t'es hors délai ». Voyez-vous? Parce qu'on a affaire à une clientèle malade. M. Boissonneau a été traité pour ça, il a vu des docteurs, il a pris des médicaments, il a été opéré. On a affaire à une clientèle qui est déjà aux prises avec des problèmes de santé. Il faut être indulgent, il faut être ouvert, il faut être humain. Alors, ce n'est pas la loi, c'est pas une loi corporative qui s'adresse à des ingénieurs ou à des avocats ou à des journalistes qui sont scolarisés, qui ont de l'expérience, qui connaissent les rouages du système. On parle de travailleurs accidentés. Dans leur cas, c'est un peu ce que la Cour d'appel dit, on doit se mettre à leur place, puis on doit regarder un peu sous l'angle du travailleur pourquoi il y a eu des délais et qui est responsable de ces délais-là. Puis c'était pas M. Boissonneau qui était responsable. Il y avait toute la machine médicale, le médecin, la CNESST, qui reçoit des papiers par fax, puis qui n'en parle pas, puis qui considère que ça prend quand même une paperasse de plus, et etc. Et finalement, c'est le monde des victimes. Et l'intérêt du jugement de la Cour d'appel, c'est de comprendre cette réalité-là et de dire à tous les décideurs en matière d'accident de travail, les fonctionnaires et les juges du tribunal administratif du travail, bien écoutez, tenez compte de ça, puis descendez de votre piédestal, puis essayez de mettre les lunettes du travailleur, puis regardez si lui, il a eu une conduite acceptable et compréhensible dans les circonstances. Pas nécessairement vous, ce que vous auriez fait, vous, l'expert dans le domaine, vous auriez tout fait ça dans un délai, mais le travailleur, lui, pour qui cette loi-là a été écrite, bien, il y a sa réalité, c'est cette réalité-là qui doit triompher. Financièrement, ce sont des dossiers, des causes qui sont onéreuses. Bien, écoutez, quand on parle de la Cour d'appel, simplement pour le volume de la Cour d'appel, parce qu'il faut écrire un mémoire avec des annexes, tout le dossier de la CNESST, les notes sténographiques de l'audience, tous les documents qui ont été présentés au premier juge, plus toutes les procédures qui ont été faites jusque-là. Alors, uniquement pour le mémoire de la Cour d'appel, on parle de frais de 6 à 5 000 $ uniquement pour la confection du document. Puis là, on ne parle pas du temps que l'avocat doit mettre pour confectionner le document, parce que le mémoire avait à peu près une quarantaine de pages. Il faut l'écrire, ce mémoire-là. Ça m'a pris 7-8 versions avant d'en arriver à une version finale. Vous êtes dans les médias depuis longtemps, vous savez que souvent, le premier jet, ce n'est pas celui qui va être publié. Souvent, il faut répéter, raffiner, changer ci, changer ça, et faire des recherches aussi pour en arriver à ce niveau-là. Alors, il y a des frais, bien sûr, qui sont importants. Et la Cour supérieure aussi. La Cour supérieure, ça s'est passé à tête forte ici parce que l'employeur qui contestait et qui nous a fait
qui a fait obstruction au dossier à toutes les étapes. Toutes les étapes. Il faut considérer qu'on avait des adversaires là-dedans. Il n'y avait pas rien que la CSST. Il y avait aussi l'employeur de M. Boissonneau qui a fait de l'obstruction tout le temps. Heureusement, ça n'a pas réussi, mais ça a quand même rendu la tâche un peu plus difficile. Alors, l'employeur avait demandé que l'affaire soit entendue à Thetford, en Cour supérieure, donc il a fallu se déplacer ici. La Cour d'appel, elle, a entendu l'affaire à Québec, parce que la Cour d'appel ne se déplace pas. C'est Montréal ou Québec. Dans le cas de la région ici, c'est à Québec que la cause est entendue. Mais il y a des frais importants, ne serait-ce qu'au plan technique. Quand on monte à ces niveaux-là, c'est pas juste 2 photocopies. Il faut faire affaire avec des firmes spécialisées pour confectionner tout ça aussi. Sur le plan juridique, ce dossier-là risque de faire jurisprudence? C'est certain qu'il fait déjà jurisprudence parce que dans les cas de hors délai, comment on doit regarder une question de délai? Il y a de nouveaux paramètres que la Cour d'appel nous amène. Et c'était la première fois que la Cour d'appel, en matière d'accident de travail, se penchait de façon précise sur la question du délai de réclamation et surtout pour une maladie professionnelle. Parce que vous savez que quand un accident survient, on a 6 mois pour réclamer à la CSST. Mais un accident, c'est plus facile parce qu'on tombe en bas d'un escabeau, on se fracture une cheville, on s'en va à l'hôpital, on sait bien que ça ne prendra pas 6 mois avant que la réclamation soit faite. Dans le cas des maladies professionnelles, il y a un délai de 6 mois aussi, mais c'est à partir de la connaissance du travailleur qu'il est atteint d'une maladie professionnelle, donc d'une blessure en lien avec son travail. Mais une maladie professionnelle, ce n'est pas un traumatisme isolé et brutal dans le temps. C'est souvent des micro-traumatismes. Hein? C'est comme celui qui travaille dans les moulins à papier puis qui est sourd. Bien, il en a entendu des bing-bang, des millions de bing-bang. C'est des micro-traumatismes qui ont brisé son audition. Avant de comprendre ce qui se passe dans tes épaules, dans tes oreilles, puis de savoir que c'est le travail qui a causé ça, il y a quand même, d'abord, il faut que le médecin le confirme. Puis souvent, c'est des blessures internes. Il faut passer par des tests complexes pour essayer de voir ce qui se passe dans les épaules. Tout ça prend du temps. Alors, le 6 mois, là, il est beaucoup plus compliqué dans les cas de maladie professionnelle que dans les cas d'accident. Et ça aussi, la Cour d'appel se penche là-dessus. Et c'est sûr que l'arrêt Boissonneau, parce qu'il faut maintenant l'appeler comme ça, va être cité encore pendant des années par les tribunaux qui vont être chargés d'analyser les réclamations des travailleurs. Rapidement, Mme Laliberté, quel impact aura cette décision sur Catara, un organisme comme le vôtre? C'est à plein niveau, en fait. Surtout, bien, on peut l'utiliser, le jugement. Ça l'aide quand l'usager vient, le travailleur accidenté vient nous voir, puis là, je vois, parce qu'avant, c'était systématique. Là, il refusait, bien là, tu es une journée en retard, c'est refusé. C'était très, très, très formel, rigide. Maintenant, il y a une souplesse, donc je suis en mesure de mieux aider les gens, de dire on va y aller pareil, là, parce qu'il faut s'adapter, on s'entend. 13 ans, ça commence à être long, là. Mais il y a cette souplesse-là, donc c'est un outil majeur pour informer et conseiller les travailleurs accidentés. Puis nous, ça nous a donné une certaine, de par l'engouement médiatique, une certaine visibilité qui nous permet encore plus d'aider plus de gens. Les gens, ils sont pas au courant qu'ils ont des droits, ils jasent de ça sur le coin du trottoir ou en allant prendre un café. Là, ils se font dire à peu près n'importe quoi. Donc, nous, ça nous permet encore plus d'informer puis de conseiller plus de gens. Des organismes comme le vôtre, il n'y en a pas beaucoup? Non, il en reste 7, nous incluant, dans la province du Québec. M. Boissonneau, vous entrevoyez l'avenir comment? Plus paisible. On va y aller d'année en année après ça. Je suppose que là, vous voyez la lumière au bout du tunnel après ces 4 années? Oui, ça fait du bien de la voir, on vous dire. M. Bellemare, pour terminer, si je vous demandais à un travailleur qui serait pris dans un dossier semblable, vous donneriez quel conseil? Rapidement. D'abord, pas faire confiance à la CSST. Souvent, les gens, quand ils deviennent accidentés, ils se disent, mais la CSST, ils sont là pour m'aider, ils sont là pour me servir. Ils pensent que la CSST sont leurs amis, donc ils laissent tout aller, puis ils font confiance au système. C'est toujours bon de consulter. Consulter Catara, par exemple, qui est une ressource ici à Thetford qui est accessible dans toute la région, à un prix, un coût très minime. Et il y en a des organismes. Consulter, ne pas se fier à ce que le fonctionnaire de la CSST dit, parce que lui, son intérêt,
c'est de fermer le dossier le plus vite possible pour que ça ne coûte pas cher. Il travaille pour un organisme qui s'appelle la CSST qui veut dépenser le moins possible. C'est normal. Alors que sa mission, c'est d'aider les travailleurs. Fait que, il ne faut pas trop faire confiance aux organismes. On doit leur parler, on doit parler aux fonctionnaires, mais c'est toujours bon de contre-vérifier tout ce qui se passe parce que, comme je le dis souvent à mes clients, la CSST, ce n'est pas tes amis. C'est des gens qui ont un rôle à jouer, qui ont une mission, qui ont des intérêts spécifiques qui ne sont pas toujours tes intérêts à toi. Maître Bellemare, on vous remercie infiniment de vous être prêté à cette entrevue. Plaisir. Même chose du côté de Mme Laliberté, M. Boissonneau. Alors, merci infiniment. Quant à vous, on vous remercie également d'avoir été à l'écoute et on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Zoom Appalaches.